C'est le premier président qui crée de toutes pièces une crise financière. Ses proches ont perdu énormément d'argent. Il ne s'attendait pas à avoir une bourse qui chute autant. Le monde est de plus en plus instable. Aux États-Unis, il y a eu 2 millions d'emplois détruits dans des bassins industriels. Les économistes disent 2 millions, c'est pas grand-chose si on regarde la population américaine, si on regarde le nombre d'années. C'est 2 millions concentrés dans des régions, donc des régions entières qui sont détruites. Et c'est pareil en France, des bassins industriels qui ont été complètement détruits par la mondialisation. Il va falloir à un moment tenir compte de ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Le média a tout changé, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr et abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, nouveau virage pour Trump qui fait un peu ce qu'il veut avec l'économie mondiale et on va déconstruire en quoi certains disent que la gauche pourrait être d'accord avec Trump. C'est parti. Encore un revirement pour Donald Trump qui joue décidément avec l'économie mondiale. Alors que le président des États-Unis avait annoncé des droits de douane réciproques assez exorbitants et soudains avec toute la planète, Trump a annulé jeudi dernier pour 90 jours. L'Union européenne a elle aussi annoncé une suspension de sa riposte pour 3 mois. Tout ou presque, seule la Chine reste concernée avec des droits de douane qui grimpent encore à 125% après 104% annoncés sur la base du manque de respect dont la Chine a fait preuve, je cite le président Trump. Rien ne va plus entre les deux puissances. Pékin a décidé d'augmenter ses droits de douane de 34 à 84%, puis 125% vendredi en réponse. Beaucoup aiment dire que c'est la personnalité de Trump, qu'il n'a peur de rien, qu'il est imprévisible, mais plusieurs analyses montrent que ce revirement vient en partie du chaos sur les marchés et les mises en garde des grands patrons. Une situation qui a tout de même amusé Trump, qui était en extase sur tous les pays qui viennent négocier un accord en direct. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Thomas, comment tu analyses l'attitude et la stratégie de Donald Trump là ? C'est très difficile à savoir. Soit Donald Trump a une vraie stratégie, parce qu'on voit bien que Donald Trump, en fait, il crée souvent dans ses sorties une espèce d'effet de sidération et vous avez ensuite le monde entier qui s'y adapte. C'est ce qui s'est passé avec Zelensky quand il y a eu ce discours, cet échange un peu dur avec Zelensky. Le lendemain, vous avez quasiment toute l'Europe qui s'est dit qu'il fallait qu'elle soit indépendante des États-Unis et qu'elle investisse dans la défense. Ça a été le cas également avec les droits de douane, où il arrive avec un tableau en mettant tous les droits de douane, en disant que c'était fini, que le libre-échange, que des pays comme le Cambodge allaient payer très fortement. Et là, vous avez tout le monde qui se met en ordre de marche, tout le monde qui veut discuter avec lui, l'Europe qui se demande si elle va répliquer ou pas. Et puis quelques jours après, ça redescend et qu'est-ce qui se passe ? Quasiment rien. Donc, est-ce que c'est une stratégie voulue pour imposer une puissance et après, finalement reculer et puis dans une semaine, on sera passé à autre chose ? Ou est-ce que c'est un manque de préparation de sa part et le fait qu'il soit juste imprévisible? Et là, c'est un peu plus compliqué parce que ça va être compliqué pour les entreprises qui ne savent pas en fait si elles doivent investir ou pas. Ça a été compliqué, on l'a vu avec les réactions de la bourse et y compris les gens qui l'ont soutenu ont perdu énormément d'argent, les gens de la tech. Et puis surtout, c'est très difficile, si c'est imprévisible, de savoir quelle position il va prendre parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est la doctrine finalement de Trump. Le soutien industriel, hormis le fait de revenir sur le pays, c'est très difficile à comprendre. La doctrine économique, extrêmement difficile à comprendre. Donc, être dans la tête de Trump, c'est compliqué. Donc, moi, je pense que ce revirement, à titre personnel, mais en me basant sur les faits, parce que, encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, je pense que c'est dû au fait qu'il ne s'attendait pas à avoir une bourse qui chute autant. Il a perdu de l'argent, ses proches ont perdu énormément d'argent, et il ne s'y attendait pas. Et c'est aussi, je pense, on a dû lui rappeler ça, que c'est, je crois, le premier président qui crée de toutes pièces une crise financière. C'est-à-dire, normalement, la crise, elle vient d'éléments, et là, l'économie américaine, elle est plutôt bien, avec ses inégalités, mais en termes de croissance d'emploi, c'était plutôt bien. Le vrai problème des États-Unis, c'est de réduire les inégalités. Voilà, mais pour le reste, au niveau macroéconomique, les indicateurs étaient plutôt bons, et que là, il a créé, avec des sorties de toutes pièces, cette crise, et on ne savait pas trop où ça allait. Et donc, peut-être qu'il a reculé et qu'il a pris peur parce qu'on lui a dit de faire attention. Mais quoi qu'il en soit, au final, on voit bien qu'il
qu'il y a quelque part dans tout ce qu'il prend comme décision une forme d'imprévisibilité qui peut être inquiétante. Parce que là, à l'heure où on parle, il lance vraiment une guerre économique et commerciale avec la Chine. Donc, ça fait une escalade de montée de droits de douane. Est-ce qu'il faut s'y fier, pacifier? Est-ce que ça peut, en 2 jours, dire en fait, non, je ne fais plus la guerre à la Chine? Alors, c'est vrai qu'on est passé d'une guerre qui était mondiale, où tout le monde avait ses droits de douane en fonction des déficits commerciaux qu'ils avaient avec les États-Unis. Et que là, au final, tout le monde est passé à 10%, ce qui est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Alors 10%, ça veut dire qu'une grosse partie des Américains paieront sur un certain nombre de biens 10% de plus. Mais après, il a gardé des droits de douane extrêmement élevés, plus de 100%, face à la Chine. Et la Chine veut tenir aussi, elle veut tenir. Donc là, on voit très clairement qu'il rentre dans une guerre commerciale avec la Chine, sachant qu'il y a tout un tas de biens qui sont aujourd'hui produits en Chine et que les Américains consomment. Ça peut être les consoles de jeux, les stylos et ainsi de suite. Et vous avez aussi beaucoup d'entreprises américaines qui sont impliquées dans la production de biens en Chine. Parce que n'oublions jamais une chose, c'est que 40% quasiment, entre 30 et 50% du commerce mondial, c'est du commerce intra-firme. C'est-à-dire c'est du commerce entre filiales d'une même firme. Et vous avez une grosse partie des importations américaines, autour de 40% également, qui sont des importations propres à des firmes, intra-firmes. Ça veut dire qu'une entreprise comme Walmart, une entreprise comme Nike qui va produire une partie de ses biens en Chine, quand elle les importe, elle va payer un droit de douane qu'elle va faire payer aux consommateurs. Et in fine, ça porte atteinte à l'entreprise et aussi aux consommateurs américains. Alors derrière, il y a peut-être une volonté de relocalisation, mais elle ne va pas être instantanée. Dans un premier temps, c'est les prix qui vont augmenter pour les Américains. C'est pour ça que, certes, on peut avoir une stratégie de relocalisation, mais elle doit être progressive. C'est-à-dire qu'on doit toucher d'abord les secteurs que l'on juge stratégiques, où on est prêt à payer un coût supplémentaire, le médicament. Tu vois, c'est stratégique, là, c'est important. Et puis après, on peut l'étendre petit à petit à d'autres secteurs. Tout doit être plutôt progressif. Les thérapies de choc, qu'elles soient libérales ou qu'elles soient de cette façon-là, en augmentant les droits de douane, si derrière, il n'y a pas de volonté politique, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que ça peut aussi changer la donne sur les relations entre l'Union européenne et la Chine? Je m'explique. Par exemple, Xi Jinping, il a appelé la Chine et l'UE à résister ensemble à toute coercition unilatérale. Et on sait aussi qu'en ce moment, il y a des négociations sur la fin des droits de douane sur les voitures électriques en Chine de la part de l'Union européenne. On sait qu'il y avait une concurrence surtout sur la filière des voitures électriques et des voitures en général. Donc, est-ce que ça peut changer un peu la donne sur nos relations avec la Chine, là? En fait, si Trump avait été très malin, moi je pense qu'il pouvait utiliser l'Europe contre la Chine. Je m'explique. L'Europe est beaucoup plus dépendante de la Chine sur les importations de biens. Beaucoup plus dépendante. Par contre, elle est très dépendante des États-Unis sur toute la question de la défense et le numérique. Donc là, Trump aurait pu dire, écoutez l'Europe, vous êtes mes alliés. Je vous garantis la défense comme d'habitude. Garantissez-moi que tout se passera bien avec mes outils numériques. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien parce que tout le monde est connecté. Mais je vous invite à ne plus acheter ou à moins acheter des affaires à la Chine. Nous allons vous fournir les panneaux solaires, nous allons vous fournir les voitures électriques. Trump aurait pu utiliser l'Europe contre la Chine. Mais comme il s'est mis tout le monde à dos, en sortant dans tous les sens, aujourd'hui, l'Europe, qui est entre la Chine sur un certain nombre de biens, panneaux solaires, encore une fois, aussi des services numériques, aussi téléphonie mobile, aussi métaux rares, métaux critiques, etc. Donc une forte dépendance, et aussi une dépendance des États-Unis, elle est un peu entre les deux. Et elle est entre les deux aussi un peu parce qu'elle n'a pas fait suffisamment de politique pour elle-même. Je pense qu'ils essaient de faire attention, mais Trump est tellement offensif vis-à-vis de l'Europe que bien sûr que l'Europe peut se retourner du côté de la Chine, mais l'erreur, ce serait quand même que l'Europe devient un grand centre commercial avec des prix cassés de produits que la Chine n'arrive plus à écouler aux États-Unis et qu'elle va écouler en Europe. Alors certains vont dire c'est génial pour les consommateurs, on a des vêtements encore moins chers, on a probablement des panneaux solaires peu chers, on a probablement des voitures électriques qui vont être beaucoup moins chères que les Tesla et très performantes. S'il n'y a plus aucun emploi... Et voilà, le problème c'est que les emplois seront créés dans le pays qui les produit et pas chez nous, et que ça va accélérer la désindustrialisation, notamment sur le secteur automobile et sur d'autres secteurs. Donc ça, c'est un choix stratégique. Est-ce qu'on veut être encore un continent de consommateurs ou est-ce qu'on veut produire des choses? Nous, ici, on a toujours défendu le fait qu'il fallait quand même identifier déjà des secteurs stratégiques et sur ces secteurs-là, produire quand même un certain nombre de biens. Et aussi relocaliser une partie de l'industrie, rappelons-le, c'est maîtriser en fait l'impact social de nos productions, parce que chez nous, elles seront dans des conditions sociales beaucoup plus élevées que là-bas. Et c'est aussi savoir quelles sont les normes environnementales dans la production. Et donc, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que quand on relocalise, les prix augmentent, le coût augmente, les prix augmentent, et qu'il y a une partie des classes populaires aujourd'hui qui n'arriveront pas à avoir accès à des biens produits chez nous. Donc, il y a toute la question
et on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, de ce que peut capter la demande interne de l'Europe. La demande interne de l'Europe peut capter un grand nombre de choses. À partir du moment où on arrête de vouloir compresser les coûts pour exporter, comme le fait l'Allemagne, et qu'on se dit, on va se servir du marché unique pour pouvoir absorber une partie de la production, une grosse partie même de la production européenne. Et ça nécessite d'augmenter à un moment les salaires. S'il n'y a pas de consommation, il n'y a rien. On rappelle donc la décision de Trump d'annuler les droits de douane qu'il avait annoncés, c'est pour l'instant pour 90 jours. Après, on sait très bien que ça peut changer. Pour Emmanuel Macron, la suspension des tarifs américains est une pause fragile et l'Europe doit mobiliser tous les leviers possibles pour se protéger. Est-ce que tu partages la position du président de la République et que doit faire l'Union européenne et la France? Parce que c'est deux choses quand même différentes selon toi. Mais en fait, Trump, il est incertain, il est imprévisible. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que le monde est imprévisible. Rappelons-le, nous avons la crise de 2008, la crise de la zone euro, la crise du Covid, qui est quand même due à un virus qui venait principalement de Chine. Nous avons eu la crise de l'inflation, qui est venue de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, nous avons la crise du commerce mondial par Trump. Donc on voit bien que le monde est de plus en plus instable. On le voit bien là c'est une quinzaine d'années, vous avez vu le nombre de crises. À partir du moment où le monde est instable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assurer sa sécurité normalement. Sa sécurité, sa sécurité dans les filières de production, sa sécurité aussi peut-être dans la défense, parce que le monde augmente en tension. Donc il y a un tas de choses qu'il faut garantir. Donc effectivement, il faut se reconcentrer, on va dire, sur des délimitations beaucoup plus faibles. Ça peut être à l'échelle nationale, ça peut être à l'échelle européenne. Il faut choisir. Mais il ne faut pas attendre 90 jours. Enfin, là, moi, ce qui m'étonne, c'est ça, c'est que effectivement, il y a de l'incertitude avec Trump. Effectivement, les 90 jours, on ne sait pas, parce qu'il y aura une nouvelle actu la semaine prochaine, on en reparlera encore et ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas se fier à cette décision. Là-dessus, je partage le constat. Mais ce qui m'embête, moi, c'est que depuis le Covid, on savait déjà, donc ça fait 5 ans, depuis l'invasion en Ukraine, on savait déjà qu'il y avait un certain nombre de fragilités qu'il y avait dans notre modèle et qu'il fallait trouver des solutions. En fait, n'importe quel choc externe aujourd'hui a un impact sur notre économie, tellement nous sommes fragiles. Donc il faut trouver maintenant des solutions et il faut les mettre en place. Il faut sortir des incantations et des grands discours. On a parlé de réindustrialisation il y a 5 ans. On a du mal à réindustrialiser une production de Doliprane. Donc il faut faire très attention. Sachant qu'il y en a depuis, dont les économistes hétérodoxes, mais il y en a depuis 30 ans qui se battent contre justement la désindustrialisation et toutes les vices, entre guillemets, de la mondialisation. Donc c'est pas une question qui est nouvelle pour beaucoup, finalement. Est-ce que tout ça pourrait avoir l'avantage, entre guillemets, de recréer un jeu mondial, de transformer un peu tout ça qui, on le sait pour l'instant, a des règles un peu inégales? Si on part du principe que la mondialisation, c'est toujours le moteur principal, et ça doit être le moteur principal, donc il s'agit d'être toujours plus compétitif que son voisin, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'on l'a dit souvent ici, et je vais le répéter encore une fois, le commerce mondial de ces 30 dernières années, ce n'était pas ce qu'on nous a présenté, ce n'était pas un jeu gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a une partie des gens qui y ont perdu, des pays pauvres, on va en parler après, qui se sont développés beaucoup moins vite qu'ils auraient dû le faire s'ils avaient justement eu un peu de protection. Et dans les pays riches, qui étaient soi-disant les grands gagnants à l'OMC de la mondialisation, il y a aussi des gens dans ces pays-là qui ont subi la mondialisation. Aux États-Unis, il y a eu 2 millions d'emplois détruits dans des bassins industriels. Il faut bien comprendre ce que c'est. C'est pas 2 millions éparpillés sur le pays, parce que les économistes disent 2 millions, c'est pas grand-chose si on regarde la population américaine, si on regarde le nombre d'années. C'est 2 millions concentrés dans des régions, donc des régions entières qui sont détruites. Et c'est pareil en France, des bassins industriels qui ont été complètement détruits par la mondialisation. Et donc il va falloir à un moment tenir compte de ça. Donc moi je pense qu'il faut arrêter de regarder les échelles et les débouchés à l'échelle mondiale. Et il faut qu'on recommence à avoir, on va dire, une localisation un peu plus modeste, qui peut être la France, qui peut être l'Europe, sur les besoins que nous voulons, sur le mode de vie que nous voulons, la société que nous voulons, et adapter ses productions à cela. Si nous voulons toujours prendre les parts de marché à la Chine, on a perdu à ce jeu-là. Et je veux dire, on arrive au bout du bout. Nos entreprises ont gagné un moment là-dessus, tout en licenciant des gens. Mais aujourd'hui, il faut en finir. Il faut repartir vraiment de ce que nous voulons comme société et des besoins à une échelle, même, je dirais, parfois nationale, ce serait plus simple qu'européenne. Parce qu'européenne, nous avons des différences économiques qui ont du mal à faire naître un projet commun de développement. Oui, il y a une petite mondialisation dans le continent, quoi. Il y a une petite mondialisation dans le continent. Il y a des pays qui n'ont pas d'industrie, qui captent les recettes budgétaires. Il y en a d'autres qui ont des populations plus jeunes, d'autres des populations plus vieux. Donc les dynamiques démographiques et économiques rendent difficile un projet commun. Et il faudrait plutôt redéfinir ce que chacun veut. Enfin, l'Europe peut être utile dans certains cas,
peut-être le financement de la défense, peut-être des emprunts communs si on veut avoir des géants européens, mais après quand même les décisions politiques, elles dépendent de ceux que l'on met au pouvoir, et ceux que l'on met au pouvoir, c'est ceux pour qui on vote. Donc les échelles restent quand même sur les prises de décision politiques nationales. Mais tout ça amène à défricher la question du protectionnisme, parce que c'est un terme que les politiques de gauche et d'extrême droite aiment à se tirer l'un l'autre, mais en dessous on ne va pas forcément parler du tout des mêmes concepts, donc nous on va le faire aujourd'hui. Oui. Certains économistes libéraux accusent les partis de gauche de critiquer Trump alors qu'ils ont défendu dans leur programme des mesures de protectionnisme. Quelle est la différence entre le protectionnisme de Trump et le protectionnisme de gauche ? Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours eu du protectionnisme. On nous fait croire que là, le protectionnisme, c'est Trump, alors parce qu'il a utilisé les droits de douane, un élément, encore une fois, sans viser de réindustrialisation, sans faire une politique environnementale ni sociale. En plus, il a utilisé ces droits de douane pour que les entreprises s'installent aux États-Unis. Alors, ce qui en soi peut-être c'est une brèche de politique industrielle, mais derrière, on ne sait pas quel secteur, etc., etc. Donc, il utilise un élément. Mais après, disons-le, le protectionnisme a toujours été utilisé. Il a toujours été utilisé. Par exemple, en Chine, il a été utilisé pour développer leurs industries, mais même chez nous, on a mis un protectionnisme sur l'agriculture. Vous savez, quand on a fait le commerce mondial, c'est très marrant parce qu'on a dit aux pays, bon, le commerce mondial, c'est un pays, une voie. Chaque pays a une voie. Il faut baisser les droits de douane, il faut qu'on puisse échanger énormément. Et puis, en même temps, nous, les secteurs où les pays pauvres pouvaient nous concurrencer, comme l'agriculture, eh ben, nous avons mis des droits de douane, ou nous avons mis des protections, type la PAC. Donc, nous sommes protégés du commerce mondial. Les pays riches ont mis des brevets, la propriété intellectuelle, pour empêcher que les pays pauvres puissent bénéficier des innovations. Donc, on a quand même mis un certain nombre de protections quand ça nous arrangeait. Et l'idée, en fait, d'un protectionnisme plutôt de gauche et pas de droite, c'est un protectionnisme qui va, par exemple, protéger des industries parce qu'elles ont des normes sociales et environnementales plus élevées que celles qui sont à l'autre bout du monde. Et pour ces raisons-là, comme elles ne peuvent pas entrer en compétition avec ces pays qui n'ont pas de normes sociales et environnementales, pour cette raison-là, nous allons protéger ces industries pour avoir un produit de bonne qualité et qui a été produit dans des conditions normales. Ça, c'est un protectionnisme de gauche, vous voyez. Mais le protectionnisme de Trump, il n'a rien à voir avec ça. Donc, en fait, dans le protectionnisme, vous avez 1000 palettes à utiliser. Et d'ailleurs, les pays riches ont tous utilisé le protectionnisme pour se développer, il faut le rappeler. Puis il y a une différence entre vouloir faire... Parce que ça, Macron aussi, il était beaucoup dans je veux des entreprises en France et tout, mais il y a une différence entre faire venir des investisseurs étrangers avec les règles un peu qu'ils veulent et qui repartent dans son pays, ou faire une politique de commande publique, de lancer les PME, etc., et de faire vivre l'activité nationale. On confond beaucoup les deux. Bien sûr, vous pouvez faire une politique industrielle qui vise à baisser les impôts et à adapter le marché du travail aux volontés du patronat. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, président pro-business. Et vous pouvez avoir après une politique qui vise, et c'était un peu ce que défendait à l'époque Arnaud Montebourg, qui vise à conserver l'outil industriel face au reste du monde. C'est-à-dire que nous avons un outil industriel où vous avez des conditions de production plus élevées parce qu'il y a des normes sociales et environnementales plus élevées, mais nous jugeons que ces outils industriels sont stratégiques et donc il faut les conserver, les aider. Alors soit parfois les subventionner quand ils vont mal, soit les protéger face à des rachats d'entreprises extérieures. Tout un tas de choses en fait qui sont une forme de protectionnisme également et qui peuvent être vues comme un protectionnisme de gauche. Il faut voir quand même le nombre de grosses entreprises que nous avons perdues ces dernières années, qui étaient parfois des entreprises publiques très performantes, que nous avons privatisées et revendues, parce que nous disions c'est le commerce mondial, c'est le libre-échange. Et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, même si on voulait refabriquer des tennis, je ne suis même pas sûr qu'on saurait le faire. On n'a même pas su fabriquer des masques. Et c'est quand même assez problématique. On a perdu un savoir-faire énorme dans des domaines où... Alors là, j'ai pris l'exemple des tennis, mais ça peut être important. Mais il y a d'autres industries qu'on a perdu un savoir-faire énorme juste parce qu'on les a revendus à des pays étrangers. Oui, toute la fonte qu'on a abandonnée alors qu'on va se rendre compte dans quelques années qu'on va en avoir besoin parce qu'il faut développer le train, par exemple. Et tout à fait. Trump a dit que ce sera dur au début, mais que c'est pour les Américains qui fait tout ça, etc. Est-ce que le commerce mondial, on a un peu parlé, a permis la prospérité, la sortie de la pauvreté comme il l'avançait, comme il le vantait? Moi, je pense que quand Trump a gagné, il y a eu vraiment... En 2016, quand il a gagné en 2016, il y a eu quand même une forme de sidération chez la part des élites, parce qu'on a eu le Brexit Trump quasiment coup sur coup.
Et les gens se sont dit comment des économies aussi puissantes que celle du Royaume-Uni, que les Français regardaient avec admiration, et les États-Unis, qui avaient des chiffres du chômage parfait, etc., ont pu voter pour quelqu'un qui s'opposait à la mondialisation. Et c'est là que les gens se sont rendus compte que la mondialisation, elle avait un paradoxe, elle profitait à certains, les élites, ceux qui sont dans les industries exportatrices, et elle pâtissait à une partie des gens, et notamment les ouvriers, qui ont été remplacés en partie par des ouvriers dans d'autres pays. Et donc, les gens se sont rendus compte de ça. Donc, la mondialisation, elle a profité à certains. Globalement, quand on regarde les chiffres, elle a quand même profité aux multinationales et peut-être aux pays riches. Mais malgré tout, les classes moyennes ont été laminées par cette mondialisation. Et dans la tête des gens, parce que là, peut-être que dans 20 ans, quand les gens naîtront, ils naîtront avec cet état de fait que quand on est pauvre, on reste pauvre. Mais il faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'entre 60 et 90, grosso modo, vous avez une partie de la population qui étaient employés ouvriers, ils n'étaient pas riches, mais ils arrivaient à vivre bien. Même des professeurs, etc., ils arrivaient à vivre bien. C'est-à-dire, ils arrivaient à partir en vacances, ils arrivaient à avoir une maison, ils arrivaient à avoir des biens dans leur maison, etc. Et cette partie qui a duré une trentaine d'années, c'est dans l'histoire de l'humanité une vraie parenthèse. Parce que dans tous les autres pays aujourd'hui, les pays pauvres, vous avez des gens très riches et beaucoup de gens très pauvres. Vous n'avez pas de classe moyenne. La mondialisation a réduit les inégalités entre les pays, mais a augmenté les inégalités dans les pays. Tout à fait. Alors, elle a réduit effectivement les inégalités entre pays, plus ou moins, parce qu'il reste des pays pauvres. Oui, tout à fait. Mais quand même, il y a les pays, c'est vrai, il y a un certain nombre de pays qui ont progressé. Mais encore une fois, les pays qui ont progressé sont souvent pas des gens qui ont appliqué la recette du libre-échange comme ça. Ouais. On va revenir après, mais là, juste pour finir sur ce que je disais, c'est-à-dire que cette classe moyenne qui s'est créée à l'époque où il n'y avait pas vraiment de mondialisation, à l'époque où on était plutôt sur des états stratèges de développement de l'état social dans tous les pays, y compris les pays même libéraux. Cette classe moyenne qui est apparue, qui a duré 30 ans, c'est une parenthèse de l'histoire, mais c'est aussi l'histoire où l'économie a été le mieux dans ces pays-là. C'est une histoire où il y a eu le moins de crises. Il n'y a eu quasiment aucune crise financière, et c'est un monde où on a pu avoir cette classe moyenne. Ce qui est normalement le but de toute société, c'est-à-dire une classe où tout le monde pouvait se nourrir, avec des différences, mais où tout le monde, quand même, la majorité pouvait se nourrir, on a développé le système de retraite, etc. L'assurance chômage, l'assurance maladie, etc. Et là, avec l'ouverture de la mondialisation en 90, on n'a fait que taper là-dessus. Et aujourd'hui, la classe moyenne, y compris en France, commence à s'affaisser et descend vers le bas. Et on rejoint ce qui a été la majorité de l'histoire dans le monde de l'humanité, une petite poignée extrêmement riche et une majorité extrêmement pauvre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays en développement. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais sur les pays en développement, effectivement, la mondialisation a pu créer dans certains pays, notamment la Chine, une augmentation des revenus, notamment les pays de l'Est, une augmentation, ou parfois des pays d'Amérique latine, une augmentation des revenus, ce qui fait qu'on pourrait croire que les différences se sont apaisées parce que vous avez une partie de pays qu'on a appelés pays émergents, voilà, et les BRIC, etc., qui ont une certaine puissance aujourd'hui dans les négociations internationales. C'est vrai. Mais il faut bien remarquer que les pays qui ont réussi à se développer le mieux, ce sont les pays qui n'ont pas appliqué directement la mondialisation. La Chine, moi je me souviens dans les années 90, quand on a ouvert tous les pays, ex-pays communistes, par des thérapies de choc, c'est-à-dire on les a confrontés directement au libéralisme, ça a été violent. Et la Chine a décidé de le faire de manière graduelle. C'est-à-dire, elle ouvre certaines zones, voilà, elle est très agressive dans la négociation des investissements directs étrangers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit qu'elle a réussi à tirer quelque part mieux son épingle du jeu que certains pays qui ont ouvert directement leur économie. Grâce aussi à ces normes plus basses, bien sûr. Ouais, non, bien sûr, elle a attiré. Mais après, là où elle a été... Dans la stratégie, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays pauvres regardent la Chine avec des grands yeux également, parce que elle tient tête maintenant aux États-Unis. Elle dépasse sur un certain nombre de productions les technologies européennes. Il faut le dire, c'est-à-dire elle fait des choses que nous n'arrivons plus à faire. Et en même temps, elle n'a jamais accepté les investissements directs étrangers sans qu'il y ait une transmission. Alors que beaucoup de pays pauvres l'ont fait. Et ça veut dire que la compagnie étrangère, mais pour un pays pauvre, la compagnie étrangère vient dans le pays. Elle utilise une fiscalité accommodante, parfois elle utilise une main-d'œuvre accommodante, et puis toute la richesse part de ce pays pour aller ailleurs et être vendue ailleurs. Et la technologie reste par la propriété intellectuelle, par les brevets, entre les mains de l'industrie et n'est pas partagée avec le pays d'accueil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays en développement qui sont beaucoup plus agressifs dans les négociations avec les compagnies, avec les pays occidentaux, parce qu'ils veulent leur part du gâteau, et ils ont raison là-dessus. Tu l'as un peu dit, mais ce débat sur les droits de douane permet de reparler un peu donc, du commerce mondial et des règles qui ont été faites pour et par les pays riches. C'était la promesse aux pays pauvres de développement contre la baisse des barrières douanières, etc. Est-ce que ça a été fructueux et surtout pour qui ?
Toutes les études l'ont montré, là. Ça a été repris par Stiglitz, par Achun Chang, des économistes qui sont spécialistes sur la question. Et on voit très bien, en fait, que finalement, avec la création du GATT de l'OMC, quasiment 70% des gains ont été à une petite partie des pays riches, quand les autres ont eu qu'une très faible partie. Il y a même certains des pays les plus pauvres qui ont vu leur pauvreté augmenter. Donc là, c'est très clair. Parce que quand tu fixes les règles, tu fixes toujours des règles qui t'avantagent. L'OMC, les règles avantageaient les pays riches de manière globale, même si dans ces pays riches, on l'a dit, il y avait des gens qui subissaient la mondialisation. Et puis même dans les réunions à l'OMC, on l'avait déjà dit ici, il y avait un salon vert où se réunissaient les grandes puissances pour décider de ce qu'elles allaient finalement imposer au reste du monde, type un lobby. Et si vous étiez un pays émergent, un pays pauvre, vous n'avez pas le droit d'aller à ces réunions. Donc on voit bien que les pays riches se sont comportés quand même comme des lobbies pour servir leurs intérêts ou les intérêts des multinationales qu'ils représentaient, quand les pays pauvres, souvent, ont joué le jeu et n'ont vu qu'augmenter très légèrement leur croissance et leur taux de pauvreté baisser très légèrement. De manière générale, la décennie qui était avant l'application des années 80 de la mondialisation, on avait parfois des taux de croissance plus élevés dans certains pays africains que nous l'avons eu après. Et surtout que ces pays-là n'ont pas pu développer non plus les industries qu'elles voulaient, parce que quand vous ouvrez à une industrie, à partir du moment où mais on le voit bien chez nous pour la technologie, où une industrie s'installe, vous êtes piégé. Nous, aujourd'hui, on ne pourrait plus développer l'iPhone. Tout le monde là, c'est fini. On a pris trop de retard. Mais si au début, on avait mis une barrière et qu'on avait développé le nôtre, on aurait pu faire grossir cette boîte et aujourd'hui, peut-être, on aurait une place significative dans le marché de la téléphonie mobile, qui ne serait pas plus mal. Il y a eu et il y a une politique, on va le dire, coloniale par rapport notamment aux pays africains, de les laisser un peu se développer, mais pas trop, d'avoir la main mise dessus, mais de quand même essayer de faire semblant qu'ils se développent. On pense à des entreprises, par exemple Total, qui est extrêmement implantée dans les pays africains, mais qui, tu le dis, se récupère entre guillemets tout l'or. Donc ils sont bloqués en fait dans cette. Les industriels n'ont pas intérêt à ce que ce soit le chaos, parce qu'ils veulent entretenir des bonnes relations avec le pays, parce que les pays ont beaucoup de matières premières, et en même temps, ils n'ont pas intérêt que le pays produise lui-même avec sa compagnie publique la matière première qu'eux ils sont en train d'extraire. Donc si demain vous aviez une compagnie publique qui produisait, qui raffinait, on parle de métaux critiques ou de pétrole ou de gaz, qui ferait tout ça sur place, qu'aurait, on va dire, une chaîne de production pour maîtriser de l'amont à l'aval, quel intérêt auraient les multinationales européennes et américaines? Elles n'auraient plus aucun intérêt à aller là. Donc il faut que ce soit stable, plutôt politiquement. Il faut que fiscalement ce soit intéressant. Ça, c'est la règle. Et puis ensuite, il faut qu'il n'y ait pas de substitut. Et pour qu'il y ait un substitut, il faut qu'il y ait un transfert de compétences. Vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'ils imposent, les pays. Ce transfert de compétences, c'est que vous allez apprendre. Mao Tse-tung, pour citer Mao Tse-tung, il disait « Ne me donnez pas du poisson, apprenez-moi à pêcher du poisson ». Là, c'est la même chose. Pour qu'il y ait ce transfert de compétences, il faut obliger les entreprises qui s'installent dans ces pays de lâcher un peu sur les technologies pour maîtriser ça. Et c'est ce qu'a fait la Chine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle arrive à être indépendante sur un certain nombre de biens. Donc c'est la condition pour qu'un IDE soit fructueux pour le pays d'accueil. Sinon, c'est juste, on s'installe là, on prend les matières premières, on les raffine ailleurs, on les vend ailleurs, et le pays récupère une part souvent faible dans le contrat de partage de production. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et le média a presque tout changé. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.